Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau panorama. Cette semaine, c'est la SPA de Savoie qui nous ouvre ses portes. Nous allons parler bien sûr des animaux, mais également des partenariats, des bénévoles, des soigneurs. Pour ce premier épisode, je suis avec Robin Védy, président de la SPA de Savoie. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Je vous en prie, bonjour Victoria, merci à vous d'être venu nous rendre une petite visite, c'est très sympathique. Comment allez-vous, Robin? Comment va la SPA en cette fin d'année qu'on sait compliquée? Alors, elle a été compliquée pour tout à chacun, elle est compliquée aussi pour nous, forcément. Je pense qu'on va un peu le développer un peu plus en amont. Personnellement, ça va, merci. Comment se sont passés les confinements pour la SPA? Ça a été compliqué? Euh, Ça a été une nouveauté, je pense qu'on a tous découvert, je dirais, la problématique de la pandémie et puis surtout ce qu'il fallait du coup mettre en place et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais anticipé. Car difficile, et on le voit bien aujourd'hui encore, rien que pour le gouvernement, c'est compliqué. Et nous, pour petite structure, on a dû réinventer beaucoup de choses. Donc, ne serait-ce que, je vais prendre un exemple, l'accueil sous ce format, en tout cas avec la banque d'accueil face à l'arrivée des visiteurs, elle était perpendiculaire à l'arrivée des visiteurs avant le premier confinement. Donc aujourd'hui, on a sécurisé, mis effectivement des polycarbonates, enfin des plaques de polycarbonate et tout un tas d'autres choses, de manière à ce que tout le monde puisse travailler en toute sécurité. C'est des choses qui n'étaient pas envisageables avant, puisqu'on était dans une société d'ouverture aux autres. Et donc, du coup, il n'y avait pas ces protections qui sont d'ordre épidémique et pas d'ordre, je dirais, personnel ou interpersonnel. Donc beaucoup de choses de ce côté-là, du côté matériel, du côté moyen pour la sécurisation, puis aussi beaucoup de choses du côté effectivement accueil, encore pour la sécurité des visiteurs. On avait mis en place un questionnaire qu'on a remis encore en place à l'heure d'aujourd'hui, concernant justement l'arrivée des visiteurs et des rendez-vous qui ont été octroyés, puisque l'idée c'est de ne pas engorger le refuge avec des visites qui n'auraient pas été prévues, sachant que nous sommes refuge fourrière, donc il y en a déjà quelques-unes qui peuvent être du coup inopinées, mais l'important pour nous c'est que tout adoptant se manifeste par un souhait de visite et un souhait de rencontrer un animal. Donc ça, ce sera évoqué plus tard. Mais du coup, le troisième volet que je souhaitais évoquer sur les confinements, c'est bien sûr la problématique économique, puisque tout ce que je viens de vous expliquer freine du coup l'arrivée des gens aussi. Mais du coup, pour que ce soit plus, comment dire, raisonnable, mais ça a des conséquences économiques. Et c'est vrai que cette année va être une année qui est très compliquée, sachant que chacune de nos années sont souvent compliquées, puisqu'on a un déficit chronique de longue date qu'on a réduit notablement, mais qui va à nouveau, je dirais, s'accentuer en 2020. Je le crains en tout cas, et les derniers chiffres ne sont pas très rassurants. Voilà. Pour les animaux, comment vous avez géré ces confinements? Est-ce que vous avez pu rester en contact avec eux, continuer à vous en occuper? Oui, oui, ça c'était extrêmement important en termes d'organisation et de planning. Il fallait absolument qu'il y ait une présence sur le site pour répondre déjà à notre délégation de service public concernant la fourrière, ça c'était une évidence, mais notamment pour nos pensionnaires, parce que nous traitons effectivement des êtres vivants, des minous, des loulous et bien d'autres encore. Et donc pour cela, il fallait absolument qu'il y ait une présence pour s'en occuper, que ce soit en termes effectivement de soins sanitaires, et puis surtout aussi je dirais, de nourriture et tout ce qui peut être le quotidien des animaliers. Donc on a fait un planning adapté de manière à ce qu'il puisse toujours y avoir du monde. Il y avait des bénévoles qui se sont manifestés pour pouvoir effectivement accompagner aussi le nouveau planning. Donc on peut dire un grand merci à toute l'équipe qui tout au long de l'année s'est mobilisée pour répondre aux besoins de nos pensionnaires, bien sûr. Vous avez évoqué la nourriture, les croquettes et tout le reste, ça a un coût forcément, et vous avez parlé aussi de vos difficultés financières. Mm. Vous avez lancé une cagnotte pour faire face à tout ça. C'est cela. À un moment donné, on avait fait une cagnotte lors du premier confinement, qui a été un véritable succès. Même si nous étions un petit peu optimistes sur le montant souhaité, on ne l'a pas atteint, mais en tout cas, il y a une forte générosité qui s'est exprimée à ce moment-là. On l'a réitéré en cette fin d'année, un petit peu à rebours de beaucoup de gens, parce que du coup, on l'a mis en ligne ces derniers jours. Donc, en effet, nous avons lancé une cagnotte parce que, comme je l'ai évoqué, on est en train de vivre une année exceptionnelle et qui laisse craindre, je dirais, pour la suite des événements, si nous ne renflouons pas un petit peu la trésorerie, au vu justement des pertes qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà. Comment, alors il y a plusieurs salariés, il y a aussi des dizaines de bénévoles. Comment ont-ils vécu
pour leur part ces périodes de confinement? Alors, je pense que pour les salariés, il faudra leur poser la question, puisque vous allez être amené à en parler avec eux. On a tout fait pour que cela se passe le mieux possible pour chacun d'entre eux. Et pour les bénévoles, alors un peu de frustration, beaucoup de frustration, parce que habituellement nous avons des bénévoles qui viennent faire des promenades éducatives de nos chiens, de la sociabilisation pour les chats. Et là, on a dû limiter le nombre de bénévoles sur le plateau. Et donc, du coup, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu venir pendant ces 2 périodes. Et cela, ça a été pour eux très difficile. Donc, beaucoup de frustration. Après, très, très compris, hein, puisque la situation ne se prêtait pas à faire plus que le nécessaire, hein, vis-à-vis de nos pensionnaires. Donc, du coup, voilà, je peux simplement dire qu'il y a eu beaucoup de frustration. On s'excuse vis-à-vis d'eux. Enfin, on a été, je dirais, malheureusement victime de la situation. Bien sûr. L'association existe depuis 1931, ce refuge depuis un petit peu moins de temps. Qu'est-ce qui vous distingue ici dans notre refuge? Ah, alors, moi qui ai bougé un petit peu dans les autres refuges, ce que je peux dire, c'est que, bon, déjà bientôt 90 ans d'existence pour l'association, hein. Avant, le refuge se trouvait. Alors, c'était un chenil qui se trouvait à Bissy avant toute la période d'urbanisation que l'on connaît aujourd'hui. Et depuis 40 ans, la chance d'être sur un secteur comme celui-là, qui est très herboré, qui est très boisé. Il faut imaginer, c'est juste du bonheur pour les pensionnaires, pour les gens qui s'en occupent. La chance a voulu aussi qu'il y ait des dons de terrain ou des acquisitions sur les 40 dernières années, puisque l'inauguration de ce site date de 1982. Et du coup, c'est 10 000 m² qui sont dédiés à l'animal, avec la possibilité, comme je le disais, de pouvoir faire de la promenade éducative, mais aussi de les mettre en parc pour faire de la sociabilisation. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux parce que vous ne le trouvez pas dans tous les refuges. Alors, ce n'est pas un point de comparaison pour dire on est mieux ou moins bien que les autres. C'est simplement important de le savoir pour expliquer ce que nous apportons et ce que nous pouvons apporter grâce à ce site. Nous souhaitons pour les autres refuges la même chose, évidemment. Mais voilà, nous, c'est vraiment le point fort que je peux distinguer, avec effectivement une volonté, comme on l'a cité tout à l'heure, des forces vives, que ce soit les salariés et bénévoles, d'apporter le meilleur à nos animaux, évidemment. Comment êtes-vous arrivé, vous, à la tête de ce refuge? Alors, c'est souvent le fruit du hasard. Enfin, on va dire cela comme ça, certains diraient que non, mais en venant adopter un animal. Voilà. Je suis venu adopter un chien, enfin en tout cas rencontrer le refuge et voir les pensionnaires qu'ils avaient à ce moment-là. La rencontre s'est faite, l'adoption s'est concrétisée. Et puis, au fil de l'eau, on est revenu souvent le samedi, en fait, les semaines qui ont suivi. Et de fil en aiguille, comme cela, on a parrainé des animaux, on a souhaité effectivement, du coup, devenir bénévole, les promener. Et de promenade, petit à petit, on devient, parce qu'adhérent, et adhérent, on devient parfois administrateur. Et un jour, il y a eu un besoin effectivement de remplacement. Le président de l'époque souhaitait quitter son poste, donc j'ai proposé mes services. Après, effectivement, cela fait 5 ans. Je ne vais pas dire que la présidence use, mais presque. Et que quelque part, c'est un petit peu comme pour les maires, hein, souvent on le dit, il y a peu de candidats. Donc non, ce qu'on aime, c'est un peu partager, non pas partager pour réduire la peine, c'est partager pour mutualiser, je dirais, les efforts communs. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des gens qui accompagnent un petit peu justement cette dynamique, parce que c'est ce qui crée justement les refuges de demain, en tout cas. Voilà. Quand et pourquoi est née votre passion pour les animaux? À quel moment? Alors là, ça va être très, très basique. Moi, j'ai toujours eu des animaux quand j'étais enfant. Je vivais à la campagne, donc du coup, j'ai connu un petit peu tous les types d'animaux. Alors, je ne suis pas très sûr que ce soit que cela qui suffise, mais non, j'ai toujours eu cela. C'est un peu comme ça coule dans mes veines, un peu comme l'ADN, et c'est quelque chose qui est presque indicible. J'ai envie de dire aussi,
Ça aurait été ce centre parce que cela a été le hasard, comme je le disais, par rapport à l'adoption, mais ça aurait pu être la faune sauvage, ça aurait pu être d'autres activités. Moi, j'aime la vie, donc qu'elle soit sur 2 pattes, sur 4 pattes ou autre, des fois sur 8 pattes. Alors, il y a des gens qui vont mais j'aime la vie, et du coup, c'est en ce sens aussi que du coup, ça prend toute sa valeur. Est-ce qu'il y a, depuis que vous êtes président de cette SPA, est-ce qu'il y a des moments ou peut-être des familles, des personnes qui viennent au refuge qui vous ont particulièrement marqué? Alors, il y en a énormément. Je dirais que tout adoptant est un bienfaiteur. Toute personne qui vient adopter, qui concrétise ou qui ne concrétise pas son adoption, mais enfin, en tout cas, toute personne qui souhaite faire une adoption est un bienfaiteur en devenir ou lors de l'adoption. Mais ça, c'est extrêmement important à dire parce qu'il n'y a pas une personne qui a plus de valeur que d'autres. Par contre, il y a des gens qui vont parfois plus vous marquer ou des situations qui vont plus vous marquer parce que ça touche de par l'aspect exceptionnel. Je pense notamment à Isabelle Baréchet-Leclerc, qui est une de nos adoptantes de 2020, qui a adopté de nombreux chats chez nous. Et en 2 fois, elle est partie avec 5 chats la première fois, 4 chats la deuxième. De mémoire, c'est à peu près cela. Donc c'est juste impressionnant. Et puis on est allé voir effectivement le lieu de vie. Enfin, c'est juste du bonheur. Et ça fait plaisir de voir ces animaux en liberté dans la maison, sachant que c'était pour certains des animaux un peu compliqués, des problématiques de sociabilisation. Voilà. Donc du coup, ils ont de quoi se mettre à l'abri, en tout cas se trouver rassurés dans leur nouveau lieu de vie. Donc oui, il y a des moments qui sont plus marquants que d'autres. Maintenant, je salue l'ensemble effectivement des adoptants et de tous ceux qui ont à cœur de venir aider un animal dans un refuge. On les salue également, c'est important. Merci beaucoup Romain Védy. On va continuer à parler de tout ça avec vous. On va vous retrouver un petit peu plus tard dans les prochains épisodes pour évoquer notamment vos partenariats avec différentes associations, différents centres. Mais en attendant, pour ma part, je vais retrouver Amandine Villard et Géraldine ici à la SPA de Savoie. Restez bien avec nous, on se retrouve très vite sur 8 Mondons. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le 2e épisode de notre panorama consacré cette semaine à la SPA de Savoie. Aujourd'hui, nous rencontrons Amandine Villard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable d'activité et puis Géraldine, vous êtes responsable de l'accueil. Tout à fait, bonjour. Merci de nous accorder ce petit moment. On va peut-être déjà commencer par vous demander un petit peu quels sont vos rôles respectifs ici pour la SPA de Savoie. Amandine, d'abord. Alors, donc moi, je suis responsable d'activité du refuge. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, finalement, la gestion de ce qu'on appelle communément les paperasses. Donc, je suis derrière le rideau. Et toute l'administration transite par moi et mes collègues. C'est mon rôle au quotidien. Et puis, à l'accueil, Géraldine, quelles sont un petit peu vos missions au quotidien ? Alors, c'est un petit peu varié. Donc, je m'occupe de l'accueil. Ça porte bien son nom. Donc, quand les gens viennent pour adopter, je suis là aussi pour recevoir les animaux qui sont trouvés. Donc, je m'occupe de la régie fourrière. Je m'occupe aussi des abandons. Je suis là aussi pour les placements. Et puis, tout ce qui est appel téléphonique, les prises d'enquête. Voilà, beaucoup de choses. On va évoquer toutes ces thématiques, les adoptions, les abandons, oui, les enquêtes aussi. Mais avant, je voulais vous demander comment vous avez vécu respectivement ces confinements dans vos rôles, dans votre travail, comment ça s'est organisé pour vous ? Alors, ce sont des périodes extrêmement particulières. On espère tous qu'elles seront uniques, parce que c'est vrai que c'est pas facile à gérer. En termes, on va dire professionnels, c'est sûr que c'est un monde complètement différent. En tout cas, surtout pour le premier confinement, les choses étaient complètement ralenties, pour ne pas dire figées dans l'espace. La seule chose, moi, qui m'a consolée à titre personnel, c'est que nos animaux, à nous, l'ont extrêmement bien vécu. Parce que c'était calme, parce qu'ils n'avaient que des personnes qu'ils connaissent qui se sont occupées d'eux en permanence. On a eu très très peur au départ d'une vague d'abandon qui, heureusement pour nous, n'est pas arrivée.
Mais voilà, on espère bien sûr que pour la suite, on n'aura pas à revivre ça pour les gens et pour les animaux, parce que c'est sûr que c'est une année complètement folle. Voilà. Géraldine, peut-être sur les abandons, parce qu'en préparant cette émission, Tout à vous fait. m'avez dit que ça commence à arriver. Voilà, ça fait à peu près une dizaine de jours où voilà, les demandes d'abandon augmentent. Donc vraiment liées au Covid. Donc des personnes qui ont moins d'activité, moins de revenus et qui peuvent plus subvenir donc aux besoins de leur animal. Hier, on a eu l'abandon d'un berger allemand qui a des problèmes de santé et le monsieur m'a clairement dit je n'ai plus les moyens, j'ai perdu au niveau de mon salaire et je ne peux plus assumer les soins de mon chien. On a pas mal aussi de demandes d'abandon concernant des personnes qui sont hospitalisées, qui ne rentreront malheureusement pas chez eux. Donc la famille nous confie les animaux. Beaucoup d'appels dans ce sens-là. Donc c'est peut-être à partir de maintenant que Oui. ça va être compliqué pour Oui. vous à gérer. Comment vous êtes arrivées toutes les deux à la SPA de Savoie? Il y a une passion pour les animaux, j'imagine, au départ. Forcément. C'est ça qui est assez beau dans notre structure, c'est qu'on a des parcours et des plannings extrêmement différents dans nos existences. Mais ce qui nous unit, évidemment, c'est l'amour des animaux. Donc moi, je fais figure un petit peu de petite nouvelle dans l'équipe. Ça va faire 4 ans que je suis là. J'ai un parcours professionnel qui ne me destinait pas forcément à arriver en SPA. Et pourtant je suis là. Et c'est évident que c'est la passion des animaux qui nous mène ici et qui nous garde ici, surtout. Oui, moi pour ma part, j'ai poussé la porte du refuge il y a 31 ans pour venir faire du bénévolat et ça a été vraiment c'est une passion, c'est un virus, c'est vraiment, j'ai jamais pu repartir. Voilà, donc je suis passionnée, ça c'est sûr. On va parler un petit peu plus de l'adoption. Comment ça se passe quand on veut adopter? Est-ce qu'on arrive, on peut directement adopter? Comment se passe un petit peu ce processus? En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est sur rendez-vous. Alors, compliqué, oui et non, parce que du coup, on sait à quoi s'attendre les après-midi. On a rendez-vous pour telle adoption, pour voir tel chien, pour tel placement éventuellement. Du coup, on a vraiment le temps de discuter donc, avec les gens de l'adoption. Après, on essaye d'échelonner les rendez-vous pour pouvoir faire partir les animaux. Après, on ne place pas absolument les animaux si la famille ne correspond pas au caractère de l'animal. Voilà, on va essayer vraiment de cibler l'animal qu'il faut pour la personne selon son mode de vie. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des adoptions ratées, si on peut les appeler comme ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas 100% de réussite. On met tout en œuvre pour. Voilà, ça peut venir de l'animal qui se fait pas dans sa famille. Ça peut venir de la famille qui n'a pas mesuré en fait ce que ça représentait de prendre un animal, un chiot qui peut faire des bêtises éventuellement. Voilà, donc il y a toujours de toute façon dans nos contrats d'adoption, il y a une petite charte, il y a une période d'essai, on n'aime pas trop le mot, mais en fait s'il y a quoi que ce soit avec l'animal, de toute façon on le reprend, il n'y a pas de souci. Mais on demande à ce que ça soit vraiment bien ficelé et bien réfléchi avant d'adopter, pour qu'il y ait le moindre de retour possible. Évidemment, le bien-être animal, il est au cœur de votre mission. Amandine, il y a même des enquêtes qui sont menées. Tout à fait. Alors, on a un petit département, entre guillemets, d'enquête au sein du refuge. Donc, elles sont de 2 types, en fait. Les 2 grands types, ce sont les enquêtes maltraitance, qui, là, effectivement, vont générer des déplacements d'enquêteurs sur place pour qu'on se rende compte exactement de ce qui se passe. Et puis, il y a les enquêtes, on va dire, de suivi de nos animaux, parce que notre attachement ne s'arrête pas juste après le contrat de placement. Donc sur certains caractères de chiens où on sait que parfois ça peut être un peu difficile, on va envoyer nos enquêteurs pour faire des enquêtes avant placement. Donc on va s'assurer sur place que les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Et de manière beaucoup plus systématique, surtout pour les chiens, on a les enquêtes après placement où après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des enquêteurs se déplacent chez les familles pour s'assurer que tout va bien. On est là aussi en tant que conseil, si on peut aider
aider les gens pour que l'intégration se passe au mieux, on est là pour ça. Et donc ça implique toute une équipe d'enquêteurs très disponibles, répartis quasiment sur tout le territoire de la Savoie, pour pouvoir suivre nos loulous et puis malheureusement pour pouvoir aussi intervenir quand maltraitance et mal-être il y a. On a parlé beaucoup de ce côté administratif, enfin l'adoption, etc. Il y a aussi la vie quotidienne au refuge. Il y a des soigneurs. Là, en ce moment, je crois que les cages sont en train d'être nettoyées. Tout à fait. La journée type un petit peu pour quelqu'un peut-être qui voudrait vous rejoindre. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a seulement une journée type chez nous ? Non, en fait, il y a un planning général. Effectivement, nous, on est organisé de la manière suivante. Le matin, nous sommes entre nous. On est fermé au public. C'est le moment du nettoyage, des soins, du nourrissage, où effectivement, nos équipes animalières s'occupent de nos pensionnaires. Les interventions chez les vétérinaires. Exactement. Et puis, on a là l'après-midi où on change totalement de décor. Parce qu'on est ouvert au public, donc les visiteurs poussent notre porte. Les bénévoles aussi jouent leur carte en plein parce que l'après-midi, c'est eux qui s'occupent de sortir les chiens, qui font un petit peu les présentations, etc. etc. Et là, j'ai envie de dire, l'après-midi, tout peut arriver en fait. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Il y a un parc de détente, il me semble. Plusieurs, oui. Quel est le rôle de ce parc ? Le rôle, il est déjà pour détendre les animaux, parce que c'est important, c'est bien de les promener en laisse, mais c'est important aussi de pouvoir les lâcher, qu'ils se défoulent. Et puis, on profite de ces moments pour faire des câlins, mais aussi pour leur apprendre plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est très, très important. C'est vraiment le moment où ils se défoulent. Et c'est vrai que lors d'une présentation pour un placement, un chien qui a été sorti, détendu, il a beaucoup plus de chances après lorsqu'on le présente pour le placement, que ça aboutisse, parce que c'est sûr que quand ils sortent de cage juste pour une présentation, ils sont excités, ils vont vous sauter dessus. Quand ils sont détendus au parc, après c'est beaucoup plus facile. Et puis donc il y a vraiment ce point sur l'éducation, où on essaye un petit peu en jouant à leur apprendre plein de choses. On n'a pas parlé du profil des animaux que vous avez ici au centre. J'imagine qu'ils sont assez différents. Qui sont un petit peu vos animaux ? Alors, on a des chats, on a des chiens, on a des nacs, qui sont des lapins, des cochons d'Inde. On a aussi des rats, des chèvres, des chevaux. Donc, du coup, ils ne restent pas longtemps dans notre refuge. On trouve après des associations qui ont vraiment l'emplacement pour pouvoir les recevoir. Nous, malheureusement, ce n'est pas assez adapté. Pour les gros animaux, les animaux de rente, Mais c'est vraiment varié. On va parler des partenariats aussi avec les autres associations un petit peu plus tard. Peut-être en quelques mots pour terminer, quel serait, si vous aviez un conseil à adresser aux personnes qui souhaitent adopter, que leur diriez-vous ? Je leur dirais que l'amour est essentiel, mais qu'il ne suffit pas, et que les animaux en général, même s'ils apportent beaucoup d'amour et que c'est quand même le fondement de toute relation, il faut aussi savoir penser aux contraintes que cela génère, parce que ça génère des contraintes, et que adopter, c'est vraiment peser le pour et le contre et être sûr que on prend en compte ces contraintes avant de se dire 2 ou 3 semaines après l'adoption, non, je ne peux pas. Donc ça doit être un acte réfléchi par toute la famille, c'est très important. Et c'est une responsabilité. C'est important de garder ça en tête. Et moi, j'ai envie de dire, un animal, c'est pour la vie. C'est pas, je prends pour 1 an, pour 2 ans. Un chien peut vivre 16, 17 ans, voire plus. Les chats, encore plus. Et il faut les garder tout le long de leur parcours jusqu'à la fin. Merci beaucoup, merci mesdames. Merci à vous. Amandine et Géraldine pour votre témoignage et bon courage à vous pour la suite. On va quant à nous se retrouver pour le 3e épisode. Nous rencontrerons notamment le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Savoie. Je vous dis donc à très vite sur 8 Mont Blanc.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de notre panorama consacré à la SPA de Savoie. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagnée de Robin Védy, président de cette SPA, et de Michèle Nicolas Saillant. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente du Centre de sauvegarde de la faune sauvage des Pays de Savoie. Vous êtes installée à Montagnole et on va voir comment vous travaillez ensemble, puisqu'on parle des animaux domestiques, mais il y a aussi des animaux sauvages. Quel est le rôle déjà de votre centre, Michèle ? Alors, notre rôle à nous, c'est de soigner les animaux sauvages blessés ou en détresse. C'est aussi de sensibiliser le public à la protection de la faune sauvage. La sensibilisation, c'est une mission commune que vous partagez. Comment vous travaillez ensemble, SPA et Centre de la faune sauvage ? C'est des partenariats très humbles, de soutien, je dirais, en dons de matériel. Économiquement, comme on est un peu faible, on aimerait bien aider tous les copains, mais c'est compliqué. Donc ça va être effectivement du don de nourriture aussi par moment, parce qu'on peut avoir, selon certaines collectes, des excédents de nourriture qui arrivent sur des typologies, je dirais, d'aliments. Donc on peut aider aussi dans ce sens-là, mais c'est vraiment un soutien matériel, et puis il y a le soutien moral, et puis il peut y avoir aussi le soutien, effectivement, je dirais, plus organisationnel, si ça devait être le cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ils sont très autonomes, ils ont vraiment parfait leur sujet. Bon, ils ont un petit peu eu le temps, puisqu'il a fallu un long processus pour pouvoir monter leur projet et puis du coup avoir un bâti pour accueillir les animaux. Mais non, c'est un très très beau projet que nous sommes fiers effectivement, non pas d'accompagner parce que, comme je le dis, c'est humble, faut pas non plus, mais en tout cas de partager. C'est vraiment un partage de cœur, quelque part. Voilà. Vous nous avez bien aidés en nous donnant des cages pour les oiseaux, les passereaux entre autres. La mission commune, notamment, c'est tout ce qui concerne les animaux errants. Enfin, là, comment vous intervenez chacun ? Parce que selon les animaux errants, justement, j'imagine qu'on appelle l'un ou l'autre. Comment ça se passe ? C'est deux approches totalement différentes. Donc, je laisserai Michèle ou Florine s'exprimer sur le sujet concernant justement l'animal sauvage. Pour ce qui concerne les animaux domestiques ou de rente, nous sommes, je l'avais déjà précisé précédemment, refuge fourrière. Donc nous avons des conventions fourrières avec de nombreuses communes qui, du coup, nous sollicitent pour prendre en charge, en tout cas accueillir des animaux, souvent des carnivores domestiques, chiens, chats. Mais cela peut être aussi parfois des brebis, des chèvres, cochons. On a eu aussi un lapin. Voilà, ça peut vraiment être tout type d'animaux à partir du moment où ils sont domestiqués ou en tout cas appartenant à un propriétaire en particulier. Deux cas de figure où l'animal, notamment pour les chiens, cela va être assez rapide. Le chien va être pris en charge par les autorités et va nous l'être ramené, ou un particulier de la commune. On va le prendre en charge. On a un délai de 10 jours, je dirais, de prise en charge avant que l'animal puisse basculer refuge officiellement et être confié à l'adoption si son propriétaire ne s'est pas manifesté pendant ce délai-là. Alors ça, c'est valable pour l'ensemble des animaux, d'ailleurs, en l'occurrence. Alors, selon le cas, pour le chien, souvent, quand même, les propriétaires se manifestent, et pour les chats, un peu moins souvent, parce qu'ils sont rarement identifiés et parfois pas identifiables non plus. Donc, du coup, on se retrouve avec quelques-uns qui vont rester au refuge pour être adoptés et on trouvera une famille. Notamment pour les chats, puisque j'en parle à l'instant, on va avoir deux cas de figure. Des chats qui sont, je dirais, peu sociables, même voire pas du tout sociables, et qui ont l'habitude de errer librement dans la commune ou limitrophe, et auquel cas, là, c'est différent, puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la fourrière, ils vont être confiés à un vétérinaire par les autorités ou à un particulier qui aura mandat de la mairie, pour être stérilisés et identifiés, voire vaccinés selon effectivement les cas, et remis par contre après opération au lieu où il a été trappé. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il n'est pas question de vouloir coûte que coûte confier à l'adoption un animal qui a l'habitude d'être libre dans son quartier ou son environnement. Nous allons avoir à nous occuper que des animaux qui sont effectivement sociabilisables ou sociabilisés
puisque du coup là le but c'est vraiment de les confier à un nouvel environnement qui était le leur certainement à un moment donné avant de se retrouver dans la nature. Et pour ce qui va être des animaux domestiques toujours, qui sont en souffrance, disons accidentés, là surtout ne les amenez pas spontanément au refuge, allez directement chez un vétérinaire le plus proche, même si c'est le dimanche, il y a toujours un vétérinaire de garde, contactez-le de façon à pouvoir lui apporter les soins le plus rapidement possible. Voilà. Et après se lancera le processus de prise en charge si nécessaire. Voilà. Pour ce qui concerne les animaux domestiques, en tout cas de particuliers. Mais sur notre route, on peut aussi croiser des animaux sauvages en détresse. C'est là où vous intervenez. Voilà, tout à fait. Je voulais préciser quand même qu'ils n'étaient pas errants, puisque c'est leur territoire, contrairement aux animaux domestiques. Alors nous, les animaux arrivent soit par les pompiers, soit par des particuliers qui ont trouvé des animaux, qui nous appellent par téléphone et qui nous demandent des conseils. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a une médiatrice qui répond au téléphone, qui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout, parce que quelquefois il ne faut pas ramasser un animal sauvage. Il est simplement un peu en promenade ou simplement ses parents sont juste à côté. Justement, on va évoquer avec Florine, l'une de vos médiatrices, un petit peu plus en détail ce processus. Merci beaucoup en tout cas, Michel, d'avoir été avec nous. Peut-être juste le temps que vous fassiez le changement pour que Florine nous rejoigne. Robin, comment vous l'avez un petit peu dit, mais c'est important aussi d'être en lien, en association avec toutes ces associations, ces centres justement qui ont pour mission la cause animale. Oui, absolument. Alors, quand on évoquait les animaux en détresse pouvant arriver, parfois il nous arrive aussi des animaux sauvages, souvent des oiseaux, qui vont arriver par le biais d'un particulier, ou même les autorités, c'est arrivé. Parce qu'on pense tout de suite au refuge de Chambéry, peut-être par manque d'habitude, effectivement, de la présence du centre qui est tout récent. Méconnaissance, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, on peut être un premier passage. Donc du coup, on fait le lien entre nous et le centre pour pouvoir le proposer, en tout cas l'amener là où il sera le mieux pris en charge. Parce que clairement, nous sommes, on va dire, aujourd'hui spécialisés surtout sur les carnivores domestiques, comme je l'ai précisé. On n'a pas de spécialisation faune sauvage et puis surtout, on n'a pas autorisation de les héberger. Donc, sur le principe, c'est important que nous puissions faire ce genre de passage de témoin. Ça, c'est important. Je précise juste une petite chose que je n'ai pas encore dit concernant les gens qui sont souvent un petit peu embêtés parce qu'on prodigue plein de conseils comme cela. Mais renseignez-vous auprès de votre mairie avant d'être confronté à ce cas de figure d'un animal errant. Lorsque c'est sur votre commune, bien sûr, alors bon, sur le bassin chambérien, c'est assez grand, donc on peut considérer que, mais renseignez-vous sur les processus, sur qui est fourrière, comment cela se passe, à quel endroit, comment peut-on faire. Voilà, parce que selon la mairie, cela peut varier, donc il est important quand même de le savoir. Et puis si c'est sur une autre commune que votre propre mairie, renseignez-vous auprès des autorités locales. Voilà. Florine, merci de nous avoir rejoints. Florine Collomb, vous êtes médiatrice de la faune sauvage, donc pour le Centre de sauvegarde de la faune sauvage des Pays de Savoie. C'est vous qu'on appelle quand on rencontre un animal sauvage en détresse. Oui, c'est ça. Donc, merci en tout cas à Robin, déjà dans un premier temps, de nous avoir fait le plaisir de pouvoir intervenir même sur une courte durée. C'est ça aussi la relation de partenariat entre les associations, l'échange, l'entraide, l'humain et le bien-être animal, c'est tout lié. Et merci à vous de nous faire également cet honneur. Alors effectivement, donc moi, mon rôle au sein du centre de sauvegarde, c'est d'orienter et de conseiller le découvreur, donc un particulier, une collectivité, dans la prise en charge d'un animal sauvage en détresse. Voilà, donc c'est un peu, grosso modo, le bon rôle au sein du centre de sauvegarde. Quels sont les animaux généralement qu'on peut rencontrer et où ça ? Alors, on en rencontre partout, au long de notre balade, par exemple en randonnée, mais également chez nous, avec la prédation... je vais faire un peu l'amalgame, la prédation beaucoup des chiens, des chats face aux animaux sauvages, mais également les activités humaines, le trafic routier, la destruction d'un bâtiment ancien, etc. Il y a de multiples causes, c'est aussi ce qui fait notre métier
très passionnant et On a un et invité très intéressant. qui est à l'aise. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que notre métier nous stimule, c'est qu'on est face à une diversité de causes et une diversité d'espèces faunistiques, surtout dans notre région. On est entre lacs et montagnes, donc on a beaucoup de diversité faunistique. Donc voilà, on rencontre des animaux un peu à droite à gauche. Après, un animal sauvage, quand on le voit, il n'est pas forcément en détresse, et c'est aussi pour ça que c'est important d'appeler ce genre de structure, les refuges de centres de soins. Quand on voit un animal, il faut d'abord étudier la situation au cas par cas. Un animal qui est tout seul à vos pieds n'est pas forcément blessé, sauf s'il présente une blessure ou qu'il y a une plaie saignante. Mais effectivement, un petit oiseau qui va être trouvé au sol n'est pas forcément en détresse. Ses parents sont à côté, ça fait partie de son apprentissage. Et dans ce cas-là, il vaut mieux appeler si on a un doute. Et nous, on vous demande de replacer l'animal sur une branche d'un arbre ou dans son nid. Et voilà, il y a plein de solutions qui existent, comme un faon qui est trouvé dans les bois, n'est pas forcément abandonné. Il est laissé durant une partie de la journée seul, sans sa mère, et sa mère revient le chercher. Donc voilà, il y a plein de choses à savoir. Et nous, on est là pour répondre, pour rendre service, pour répondre aux particuliers, aux collectivités qui trouvent un animal sauvage en détresse. Est-ce que vous me confirmez qu'il ne faut pas les toucher ? Oui, C'est important. alors effectivement, pour les oiseaux, ça c'est une fausse idée. On peut très bien prendre un oiseau et le replacer dans son nid. Voilà, ça on peut. Par contre, ce qui est très important, c'est au niveau des mammifères. Après, effectivement, si l'animal n'est pas blessé ou en détresse, on n'a pas besoin de toujours intervenir. Il faut laisser aussi faire la nature. Le petit est en phase d'apprentissage, donc il faut simplement observer de loin, se reculer un peu plus loin, d'observer la situation, voir s'il y a des prédateurs On a quelqu'un à qui veut jouer. proximité du petit. Voir s'il y a des prédateurs, voir si les situations sont réunies pour laisser le petit tranquillement faire sa vie et les parents éduquer le jeune. On m'a expliqué une fois, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que si on touche un animal, sa maman par exemple peut ne plus vouloir s'en occuper. Effectivement, c'est le cas des mammifères notamment. Nous, on est face notamment au printemps, par exemple sur les faons. C'est très gentil, Bambi, voilà, c'est très mignon. Mais effectivement, si vous posez la main ou que vos chiens viennent lécher le faon, ça peut amener à un abandon des parents face à son petit. Et dans ce cas-là, on peut essayer de tenter des replacements, mais ses chances de survie sont faibles. Même si on l'accueille dans de très bonnes conditions en centre de soins, l'imprégnation est une des sujets importants des centres de sauvegarde. On essaye de ne pas imprégner l'animal parce que le but d'un centre de sauvegarde, ce n'est pas de garder les animaux, mais de les remettre dans leur milieu naturel. Vous avez, c'est ça, une mission ensuite de réintroduction ? C'est ça. En fait, dans un premier temps, on conseille les particuliers dans la prise en charge. Après, il y a une phase d'accueil au centre de sauvegarde, une phase de diagnostic, de soins. Et après, on a tout un processus de soins prodigués, de réhabilitation à la faune sauvage. Et après, le moment qu'on attend tous, et ce qui nous fait vibrer aussi, c'est le relâcher dans de bonnes conditions d'un animal sauvage en détresse dans son milieu naturel. Pour terminer, on n'a pas évoqué avec vous le confinement. Est-ce que ça a eu un impact sur vos missions, sur le nombre d'animaux en détresse ? Quel impact ça a eu ? Alors, au niveau du confinement, je vais surtout parler du premier. Le deuxième étant qu'on ne s'est pas retrouvé autant confiné que le premier. C'était pas nouveau, même si on aimerait que ça soit unique, mais c'était une récidive et les particuliers se sont beaucoup quand même déplacés pendant le second confinement, et on observe aussi dans les centres de soins beaucoup moins d'accueil d'animaux en détresse l'hiver que l'été ou qu'au printemps, parce qu'au printemps, on a la mise bas des petits, autant oiseaux que mammifères. Donc là, effectivement, c'est toujours un boom dans les centres de soins, le printemps et l'été. Donc on a beaucoup d'accueil. Et là, effectivement, ce premier confinement, les gens se sont confinés, tout le monde s'est cloîtré. La faune sauvage a repris de nouveaux territoires et a agrandi ses champs de territoire. Et on fait un peu plus de petits où ils se sont permis d'avoir de nouvelles alimentations, de nouveaux territoires. Et du fait que les gens se sont déconfinés au moment où les petits étaient en phase d'apprentissage, ça a créé énormément de problèmes et du coup, on a eu un accroissement des accueils, un accroissement des appels. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Florine, on remercie également Michel Nicolas Saillant qui était avec nous juste avant donc pour le centre de sauvegarde de la faune sauvage des Pays de Savoie. Merci Robin de nous avoir accompagnés encore pour cet épisode. On va vous retrouver dans le prochain épisode avec à vos côtés la SPA du Dauphiné que vous avez invité à nous rejoindre. Je vous retrouve avec plaisir dès demain pour le dernier épisode de Panorama. À très vite.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le dernier épisode de notre panorama consacré à la SPA de Savoie. Mais pas seulement, pour ce dernier épisode, nous sommes en compagnie de la SPA du Dauphiné et de Gérard Lassia, son président. Merci d'être avec nous. Merci à Robin Védy d'être encore avec nous. Merci à vous d'être ici. On va évoquer alors avec vous votre partenariat, puisque j'imagine qu'il est toujours bon de travailler ensemble. Comment justement travaillez-vous ensemble, SPA de Savoie et SPA du Dauphiné ? Je vais donc du coup me permettre de faire une petite genèse assez rapide, enfin je vais essayer. On a parlé précédemment du comment je suis devenu président. À un moment donné, effectivement, on n'est pas président d'un refuge comme ça en claquant des doigts et avec toutes les compétences et les moyens d'agir. Il a fallu apprendre un petit peu tout cela. Et il y avait deux manières d'apprendre. C'était en intra, c'était avec les gens qui avaient déjà effectivement côtoyé ce type de poste et le personnel, les équipes bénévoles aussi, qui ont pu effectivement partager leurs compétences. Mais aussi en extra, c'est-à-dire avec, je dirais, la rencontre des autres refuges et notamment de leur fonctionnement et de leurs autres présidents et présidentes. Alors, refuge et puis association de la cause animale aussi, parce qu'on peut être sur des mêmes segments d'activité, ce qui est le cas pour nous, entre la SPA de Savoie et la SPA du Dauphiné ou bien d'autres refuges de la région, mais ou pas forcément, comme on l'avait cité pour la faune sauvage, où les besoins vont être différents, mais on peut aussi apprendre les uns des autres, ça c'est clair. Donc la volonté est vraiment née de cela. Vivons cachés, vivons heureux, me disait un collègue il y a quelques temps, c'est pas franchement ce qui est le mieux pour nos occupations et nos activités, et c'est pas ce qui est le mieux pour nos pensionnaires. Donc du coup, l'idée, ça a vraiment été de s'ouvrir sur l'extérieur pour du coup, m'accompagner sur cette fonction qui était nouvellement la mienne à l'époque, et puis surtout pour aller améliorer, je dirais, le service que nous pouvions apporter à nos pensionnaires et tous les gens qui viennent de refuge. Donc ça, c'était important de le relater. Et là, du coup, on a rencontré effectivement Gérard lors de différentes manifestations, dans des regroupements, je dirais, d'associations, ainsi que d'autres associations avec lesquelles on travaille beaucoup. On peut le citer, le Refuge de l'Espoir à Arta, qui est un partenaire important aussi. Et du coup, on a monté des opérations. Alors, on se retrouve modestement tous les 3 mois pour faire un petit point de nos activités, les points forts, les points d'amélioration, ce que l'on a envie d'évoquer à ce moment-là. Et puis, on a mis en place quelques petites choses entre nous. Et là, je vais laisser Gérard éventuellement, ou alors nous expliquer un peu le contenu. Expliquez-nous un petit peu, Gérard, comment travaillez-vous avec la SPA de Savoie ? Oui, donc on travaille, comme l'a dit Robin, d'une part avec la SPA de Savoie, mais aussi avec le refuge d'Arta Animaux Secours, donc en Haute-Savoie. On a mis en place donc un réseau de la seconde chance, c'est-à-dire que dans nos refuges, on peut avoir des animaux qui, on ne sait pas pourquoi, vont rester assez longtemps pour quelques-uns et qui n'ont pas la chance d'être adoptés. Donc souvent, la solution, c'est de les mettre dans un nouveau contexte où ils n'ont jamais été visibles. Et là, on leur donne effectivement une réelle chance. Donc à la base, je crois qu'on a commencé surtout par ça, ce qui a relativement bien marché globalement. Donc on échange entre les 3 refuges. Et puis après, y a d'autres sujets où on se sent un peu démuni quand on est dans notre petit refuge et où on a besoin de travailler donc, dans une dimension plus large, plus régionale, non pas nationale, parce qu'après ça devient trop gros et trop compliqué. Notamment, je pense aux maltraitances animales. On a tous à traiter des situations de maltraitance dans notre secteur géographique, mais mutualiser et essayer de trouver pour l'avenir des solutions communes, c'est aussi important, je pense. Et puis, il y a les échanges de bons procédés. Nous avons eu la chance à la SPA du Dauphiné, par exemple, de faire beaucoup de travaux parce que nous avons eu des rentrées d'argent suite à des legs. Je pense qu'on a des expériences techniques et des mises en œuvre qui pourront servir notamment à d'autres refuges. Vous êtes basé pour le SPA du Dauphiné, du côté de Uriage, en Isère. Comment vous avez vécu de votre côté les confinements et cette année compliquée ? Alors, les confinements pour nous, SPA du Dauphiné, le premier confinement, ça a été une période assez nouvelle, puisqu'il n'y avait pas d'abandon. On a pu reprendre des adoptions
sous certaines conditions, et notre refuge s'est quasiment vidé. À la fin du premier confinement, il nous restait 2 chats dans le refuge, alors qu'on a une capacité de 45 chats, pour vous donner une idée, et il nous restait une dizaine de chiens pour une capacité de 45 chiens. Voilà. Donc premier confinement, peu d'entrées, des adoptions pour lesquelles on a été hyper vigilants, puisqu'on pouvait aussi imaginer des adoptions de complaisance. Donc nous amenions les animaux chez les adoptants, ce qui nous permettait de voir le contexte, de vraiment valider l'adoption et être sûr que ce n'était pas une adoption temporaire pour aller se balader pendant le confinement. Ensuite, sortie du confinement, je dirais que la vie normale, malheureusement, a repris son cours avec beaucoup d'entrées d'animaux, enfin beaucoup normalement par rapport à une autre année. On n'a pas eu le pic habituel du mois de mai-juin avant les vacances, par contre. Il a été atténué. Alors l'explication, c'est la mienne, mais je pense que vu que les vacances pouvaient être que locales et moins lointaines, les animaux n'étaient plus une problématique. C'est ce qui a estompé ce pic. Et ensuite, on est resté sur un rythme habituel, comme toutes les années, même pendant le deuxième confinement, finalement, qui était plus souple, donc les gens pouvaient abandonner, etc. Donc, on est sur une période, enfin, un fonctionnement tout à fait normal, à part le pic de l'été qui a été atténué, et à part le premier confinement où on n'a quasiment pas eu d'entrée. Par contre, le préjudice, nous, le plus gros il est financier, puisque pour la vie économique de notre refuge, on organise plein de manifestations où il y a du public, et là, on n'a pas pu les organiser. Donc, on a une perte financière cette année exceptionnelle due à ce manque de recettes. Est-ce que vous allez unir vos forces, notamment pour faire face justement à cette crise qui s'annonce? On a vu que du côté des adoptions, ça allait peut-être être compliqué, des abandons, pardon, ça allait peut-être augmenter à partir de maintenant avec les gens qui ont des difficultés. Il y a des difficultés financières, évidemment. Comment vous allez vous organiser, faire face peut-être ensemble? Si je peux me permettre, peut-être. En fait, c'est déjà le cas parce qu'on a accentué un petit peu, je dirais, certains sauvetages que nous faisons avec les îles, notamment il y en avait avec la Réunion, il y en a avec la Guadeloupe, on envisage avec la Guyane, et on fait des sauvetages aussi en France avec 30 millions d'amis qui effectivement réalisent beaucoup de sauvetage d'animaux et du coup amènent ces animaux dans leur centre et après proposent à des refuges de pouvoir venir effectivement venir les sauver et leur trouver une nouvelle famille. Donc tout cela, c'est tout un pan, je dirais, de cette mutualisation et qui peuvent répondre aussi à la problématique exceptionnelle, je dirais, de la situation que nous vivons. Il y a plein d'autres choses possibles. Il y aurait bien des activités d'animation, comme le citait Gérard, qui pourraient être mutualisées en région, par exemple. Et puis, après, on serait plus, je dirais, sur le partenariat dans sa grande largeur, puisque Gérard l'évoquait avec les enquêtes. Et où là, on a vraiment des échanges, je dirais, de compétences, puisque là, on est vraiment sur du bénévolat de compétences qui peuvent être essentielles. Donc ça, on est plus sur le côté organisationnel et tout ce que l'on peut se transmettre mutuellement. Donc ça, c'est autre chose, c'est plus du long terme. On n'est pas sur le court terme et la réponse à la question que vous posiez, effectivement. Là, je suis en train de digresser. Pardon. Je vous en prie, pas de souci. Comment après, vous allez faire face Juste si je peux compléter, vous évoquiez s'il y a un pic d'abandon. Je dirais que la force de notre partenariat local, c'est peut-être aussi de dire dans mon secteur, j'ai beaucoup d'abandon, je ne peux pas y faire face. Peut-être qu'un des 2 autres refuges aura à ce moment-là de la capacité d'accueil et pourra aider aussi. C'est ça. Parce que c'est par secteur, c'est-à-dire en fonction de là où on habite ou qu'on peut s'adresser à tel ou tel centre de la SPA? Alors du tout. En fait, il n'y a pas de frontières, mais il y a simplement un usage. C'est-à-dire que les gens, par habitude, la logique veut qu'on aille au centre, au refuge local. Mais quand ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, parce que parfois on ne peut pas abriter l'animal, alors ou on communique entre nous, ou on précise en tout cas à la personne qu'il y a d'autres refuges qui sont susceptibles de pouvoir répondre positivement ou pas, puisqu'on ne peut pas s'engager pour les autres refuges, évidemment.
et du coup, il n'y a pas de territorialité. Voilà. On dresse des pseudo-territorialités pour les enquêtes, c'est-à-dire que oui, il y a une question de logique avec des enquêteurs locaux, et l'idée, c'est justement d'être le plus efficient possible, et donc d'intervenir, chaque centre intervient sur son maillage, je dirais, territorial, et comme cela, on communique entre nous pour pouvoir donner des informations, hein, comme ça, il y a vraiment une synergie commune, mais par contre, non, il n'y a pas de frontières, ça c'est clair. Hein. Bien sûr que nous, on est en Savoie, Gérard, le centre du Dauphiné, est en Isère, d'autres sont en Haute-Savoie, mais le travail peut tout à fait être conjoint, il n'y a pas de souci là-dessus, et les gens peuvent tout à fait toquer à une autre porte, et nous, on peut tout à fait effectivement toquer à cette porte-là, ou aux autres portes des amis, pour pouvoir justement mutualiser cet effort commun pour l'accueil de nos pensionnaires abandonnés, évidemment. Comment vous voyez la suite, l'avenir, ce début d'année déjà 2021, chacun dans vos refuges? Peut-être Gérard, si vous voulez. Oui, je vais commencer. Donc, pour nous, cette situation nous a amené à prendre des dispositions particulières. Par exemple, avant, le refuge était en libre accès. Aujourd'hui, on exerce sur rendez-vous pour les adoptions, les abandons, ce qui limite le nombre de personnes au refuge. Je pense que malheureusement, la problématique sanitaire actuelle est loin d'être terminée. On en a encore, j'entendais ce matin, pour au moins 6 mois, voire plus. Et donc on va garder un peu ces pratiques qui finalement, je dirais que c'est le point positif. Nous, on a remarqué que prendre des rendez-vous, c'était apaisant pour tout le monde, apaisant pour le personnel en interne, apaisant pour aussi les adoptants ou les personnes qui venaient abandonner, qui n'avaient plus des temps d'attente extrêmement longs dans le refuge. Donc c'est quelque chose qu'on gardera au-delà de la situation sanitaire actuelle. Après, prédire l'avenir dans le contexte actuel, c'est très compliqué. Moi, je ne vois pas... Peut-être un pic, oui, effectivement, s'il y a une crise économique derrière, forcément, on aura plus d'abandon. Mais pour le moment, c'est pas tellement à l'ordre du jour, quoi. À l'heure actuelle, maintenant, dans quelques mois, très compliqué à dire. On reviendra à prendre de vos nouvelles, alors. Tout à fait. Alors, je vais pas, du coup, je vais juste compléter, parce que je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses sur ce qui est de la crise, où là, il y a plus d'incertitude que de conviction. Et ça, je pense qu'on va encore découvrir des choses. Et on fera face, parce que de toute façon, nous sommes là pour cela. Moi, je vais plutôt parler de l'avenir concernant justement cette mutualisation et ces efforts partagés, parce que le chemin est long. Alors, il y a déjà, je dirais, de manière micro, nous, on doit aussi accentuer nos efforts et surtout trouver les moyens économiques aussi de pouvoir réhabiliter notre refuge qui commence à prendre un peu d'âge, et on le voit un peu sur certains murs, même si bon, il est très sympa et que du coup il répond aux besoins de nos pensionnaires. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et même à faire évoluer. Donc ça va être, je dirais, le côté un peu intramuros. Et puis il y a le côté partenariat, effectivement, et accentuation de ces efforts partagés, parce que je dirais que la cause animale aujourd'hui, ce dont elle a besoin, c'est vraiment cette mutualisation. Nous faisons partie d'un tout commun, avec des valeurs partagées qui sont les valeurs effectivement de la protection animale, et donc d'apporter effectivement notre expertise sur le sujet, et Dieu seul sait s'il y en a. L'important, c'est surtout de les mutualiser, de les mettre en tronc commun pour pouvoir amener du coup les résultats de cet effort partagé vers, je dirais, des nouvelles entités, des nouvelles réponses qui sont aujourd'hui, qui commencent à se dessiner, qui sont indispensables. Voilà. Donc c'est plus un projet vraiment. Alors là, j'ouvre vraiment l'entonnoir sur quelque chose qui nous tient un peu à cœur aussi, parce que on a vraiment des idées sur le sujet. Il va falloir qu'on les partage encore plus entre nous. Voilà. On vous souhaite encore plein de belles idées pour la suite. Et quand je dis entre nous, c'est entre nous, dans l'ensemble des entités de la cause animale. Hein. Ça ne se limite pas à nous deux. Tout à fait, oui. C'est clair. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, Gérard Lassia, d'avoir fait le déplacement. Merci, Robin Védy, pour votre accueil. Et merci à vos équipes de nous avoir consacré du temps. Merci aussi à notre équipe pour la réalisation de cette émission. Et un merci spécial, un grand merci à la pétillante Camille Copin, pour qui c'était la dernière émission. Merci à elle pour l'amour qu'elle porte aux animaux. Merci Camille. Le thème de cette émission a été tous. largement inspiré par elle. Merci, elle va nous manquer, elle va me manquer. Merci Camille et bonne route. Et merci à vous de nous suivre chaque jour. On se retrouve très bientôt sur Vite Mont Blanc.